Alors, quelques mots de présentation de cette, je ne sais plus, 5e ou 6e conférence de l'année. J'avais baptisé ce cycle, l'an dernier, vous vous souvenez, c'était l'écriture de l'intime. Alors, on avait creusé la question de l'intime tout au long de l'année. Là, la thématique était plus souple, puisque j'ai intitulé ce cycle de conférences « Itinéraires littéraires ». Et donc, au fond, ce sont des itinéraires d'hommes et de femmes que je vous propose, au fond, de découvrir cette année. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir, la joie d'accueillir Anne Billan. Et pour introduire cette présentation, j'ai envie de me plonger un court instant dans un texte de Julien Gracq, En lisant, en écrivant, qui est un essai sur la littérature, des essais fragmentaires sur la littérature. Julien Gracq distingue deux catégories d'écrivains. Il dit il y a ceux qui naissent armés de pied en cap de leur panoplie d'écrivains, façon Arthur Rimbaud, Alain Fournier, Raymond Radiguet et quelques autres. Des écrivains qui naissent armés de pied en cap de leur tenue d'écrivain, de leur panoplie d'écrivains, c'est-à-dire des gens qui sont écrivains presque du jour au lendemain, avec un premier texte qui va leur donner un statut, une assise, et qui va les faire passer de la vie à l'écriture presque brutalement. Bon nombre de ces écrivains ont des destins fulgurants. Ce sont un peu des météorites qui passent parmi les constellations de la littérature. Je pense à Rimbaud. En 3 ans, il avait épuisé ce qu'il avait à dire et a entamé à 19 ans une deuxième vie. Voilà. D'autres ont été fauchés par la guerre, comme Alain Fournier. Voilà. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'écrivains, ceux qui ne savent pas qu'ils vont devenir écrivains. Ceux qui vont mettre parfois beaucoup de temps pour comprendre que la littérature est leur véritable patrie et qui vont mettre parfois encore plus de temps pour pouvoir l'admettre et le dire et le reconnaître ou le faire reconnaître aux autres. Ceux qui vont advenir progressivement dans la littérature et par la littérature. Alors, Anne Billan, qui est à côté de moi, je ne vais pas lui demander à quelle catégorie elle appartient. Mais nous sommes nombreux dans ce cas, très nombreux, à la deuxième catégorie, assurément. Et le mot d'itinéraire, alors, s'applique merveilleusement parce que les trajectoires que nous allons suivre cet après-midi sont des trajectoires dans l'espace, essentiellement à travers les océans, l'Atlantique et le Pacifique. Mais c'est aussi une trajectoire dans le temps, avec départ et retour, départ ou retour, départ successif, retour successif. Voilà, on abordera ces questions au cours de cette conférence. Alors, quelques mots peut-être pour présenter Anne et lui permettre ensuite d'approfondir ce que je vais dire. Anne Billan a passé son enfance en Bretagne. Elle nous dira dans un instant la place que Nantes, qui n'est pas en Bretagne, si non, c'est pour voir si vous dormiez, voilà. Alors, elle nous dira dans un instant quelle est la place que Nantes revêt dans son imaginaire, dans sa géographie personnelle, intime. Mais elle est née en Bretagne et elle a fréquenté les îles que sont Ars, Ouédic, Ouat et quelques autres. Des îles qui ont véritablement nourri son imaginaire et qui l'ont, je crois, sensibilisé aux questions que pose l'insularité. Et à la fin des années 80, Anne, c'est ça, à la fin des années 80, elle s'installe pour un long temps, pour de longues années, en Nouvelle-Calédonie, territoire auquel elle reste encore aujourd'hui profondément attachée. Elle est à la fois poète, dramaturge,
auteure de nouvelles, essayiste. Elle va d'abord publier dans des revues. Elle continue d'ailleurs à publier dans des revues et va faire paraître un récit. C'est son premier texte publié, intitulé « Miroir d'île », dont elle vous parlera tout à l'heure, et plusieurs pièces de théâtre publiées durant son séjour en Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Anne Billon, non pas en Bretagne ou à Nantes, mais en Nouvelle-Calédonie, dans un salon du livre, le SILO. SILO, ça signifie le salon insulaire ou international. Salon international des littératures océaniennes, où j'étais invité en tant qu'auteur, et j'ai rencontré Anne, et j'ai découvert un auteur dont j'ignorais absolument tout. Donc j'ai eu la chance de pouvoir lire ses livres sur place. Et quelques années plus tard, lorsque j'ai créé ma maison d'édition, j'ai publié une anthologie intitulée « Outre-mer, 3 océans en poésie », anthologie par laquelle nous avons fait le tour des différents territoires de l'outre-mer français. Donc, pour mémoire, dans l'Atlantique, les Antilles, Martinique, Guadeloupe, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans l'océan Indien, Mayotte et la Réunion. Escale faite également à l'île Maurice, comme nous avions fait escale en Haïti pour l'Atlantique. Et puis, dans l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Alors, je vais peut-être vous lire le petit texte que vous avez sous les yeux, parce que je pense que c'est une façon un peu d'introduire cette parole avec Anne. Île et île. Île, I-L-E-S. Ici, plus qu'ailleurs, chaque poète est une île, et les îles sont voyage, retour sur soi et ouverture au monde. Ici, c'est le Pacifique Sud, à quelques 20 000 km de Paris, là où les notions de pays et de territoire ont besoin des cartes maritimes pour être appréhendées. Ici, c'est l'Océanie, qui est à la planète ce que la 5e saison est à l'année calendaire, un espace surnuméraire, hors des routes terrestres, une marqueterie d'îles et d'archipels perdus, ou presque, dans les immensités qui s'étendent de l'Asie du Sud-Est au rivage de l'Amérique du Sud. Dans cette ère géographique où le cartographe a besoin du poète, les relations complexes entre centre et périphérie offrent un cap aux navigations incertaines du 3e millénaire, celui par lequel notre planète prendra la mesure de sa dimension polynucléaire. Îles, ILS, ils vivent en Nouvelle-Calédonie, archipel mélanésien, où la Grande Terre est comme escortée par les îles Bélep au nord, l'île des Pins au sud, les îles Loyauté que sont Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré. Ils vivent sur un archipel de 140 km², scindé en 2 hémisphères au cortex volcanique, Wallis et Futuna. Ou bien ils habitent sur l'une des 118 îles réparties en archipels qui constituent la Polynésie française. Et puis je termine en disant que îles, ce sont les fils et les filles du banyan, l'arbre aux racines aériennes. Alors je demanderai dans un instant à Anne si les racines passent sous la mer. Elle veut préparer ta réponse. Et on va découvrir l'un des textes publiés dans cette anthologie. Est-ce que tu veux bien nous le lire ? Craquement nègre dans la carcasse du vieux monde, accroché aux basques de ses banques. Néons fous, colonnes antiques déjà dans le reflet métallique de leurs vitres. L'enfant qui danse a les yeux morts. Les chiens crient dans les soupentes. Un peuple chat glisse entre les barreaux, écarlate soupirail. Une étoffe somptueuse prend forme de la rue. Le tam-tam rebelle éblouit la nuit dense.
dans les yeux fauves d'une vieille. Voilà, c'est un texte qui était paru en 98 dans la revue Le Mâche Laurier. Il est suivi de 2 autres poèmes que nous entendrons tout à l'heure, qui ont été repris dans le recueil que nous allons évoquer dans un instant, c'est-à-dire Ton ventre et l'océan. Alors, merci Bruno, merci à tous. Je suis très émue en fait d'être présente à Nantes. Je dirai peut-être tout à l'heure pourquoi. En fait, le propos de Bruno, j'avais une phrase que j'avais amenée avec moi. C'est une citation de Gilles Deleuze et de Félix Guattari et qui fait complètement écho à la description et en tout cas à l'évocation que vient de faire Bruno du Pacifique. Deleuze et Guattari disent « Écrire n'a rien à voir avec signifier, mais avec arpenter, cartographier, même des contrées à venir. » Et en fait, je me sens tout à fait en accord ou en résonance avec cette parole, avec l'idée que l'écriture, en tout cas pour moi, est affaire d'arpenteur et de cartographie. Donc voilà. Alors peut-être je vais revenir sur Nantes. En fait, dans les semaines qui viennent de s'écouler et dans la perspective de venir à votre rencontre, j'ai évidemment, ça remue beaucoup de choses dans la tête. D'abord parce que c'est très intimidant. Et je me suis aperçue que toutes ces dernières années, alors que je suis née non loin d'ici, je suis née en fait entre Nantes et Saint-Nazaire, parce que mon père y travaillait sur les bords du fleuve, sur les bords de la Loire. Et qu'en fait, toutes ces dernières années, évoquant ma trajectoire, évoquant mon parcours, je parlais bien évidemment de la Nouvelle-Calédonie, qui occupe aujourd'hui une place déterminante, majeure, et j'évoquais Saint-Nazaire, qui évidemment n'est pas loin d'ici. Et puis en fait, tous ces derniers jours, c'est Nantes qui est remontée à la surface de ma mémoire et de ma géographie intime. Alors, quelle Nantes ? Je me suis dit, bon, Nantes, d'accord, mais enfin, c'est quoi Nantes dans cette géographie qui est la mienne ? Et en fait, c'est un Nantes multiple. Et c'est d'abord un Nantes de ma généalogie. C'est-à-dire, c'est une mémoire. La mémoire de Nantes, en fait, n'est pas d'abord la mienne. Elle est d'abord celle de mes parents, et parce que sont remontées, effectivement, plein d'images qui sont l'image d'un Nantes que je n'ai pas connu. Nantes du pont transbordeur qu'évoquait ma mère et qui la faisait rêver. Nantes des bombardements que je n'ai évidemment pas connu, mais il se trouve que ma mère, petite fille, devait venir à Nantes ce jour-là. Et elle a fait l'idiote, me disait-elle toujours, et elle n'est pas montée dans le car avec ma grand-mère. Et donc, elles n'ont pas été sous les bombardements. Et cette image-là m'est revenue vraiment en imaginant aujourd'hui. C'est pour ça que c'est effectivement très émouvant. Et puis, lorsque je suis petite fille, mes parents habitent Le Pèlerin. Donc, c'est tout près de chez vous. Et on prend le car pour aller à Nantes. Et prendre le car pour aller à Nantes, c'est pour aller chercher des tissus chez Bouchara. C'est parce que c'est Noël et que l'on va chez Decré. Et donc, venir à Nantes, c'est venir dans la grande ville pour la petite fille des bords de Loire et du Pèlerin, puisqu'on habite sur les quais et juste en face de nous, c'est le bac du Pèlerin. C'est évidemment le fleuve et c'est l'amont du fleuve. Or, en fait, tout mon toute ma représentation de ces dernières années s'est beaucoup fixée sur l'aval du fleuve, peut-être parce que l'aval du fleuve est celui qui, via l'estuaire, m'a conduit à prendre la mer vers l'Océanie. Mais en fait, il y a un amont du fleuve qui est Nantes, et qui est la ville, évidemment, la ville de lumière. C'est la ville de mon premier opéra. J'ai 18 ans et maman chante. Je chante comme une casserole. Donc, je ne vous ferai pas l'offense de vous chanter quelque chose, mais ma mère avait une voix absolument magnifique. Et ma première rencontre, je crois, avec le langage, passe par les chants de ma mère et par les chants qui sont les siens et qui sont à la fois de la chanson française, réaliste, de la chanson où ce sont des textes d'Aristide Bruand et voilà, textes de la poésie.
qui était évidemment extrêmement présente. Et puis, c'est l'opéra. Et donc, pour moi, Nantes, c'est finalement cette première enfance. C'est la ville désirée, c'est la ville où il y a les illuminations de Noël. C'est la ville où on vient chercher mon premier vélo. Et puis ensuite, ça va être la ville de mes premières études supérieures, puisque je viens faire mes études de lettres à la fac de Nantes. Et c'est une rencontre. La rencontre avec un poète qui s'appelle Yves Causson. Et auquel, pour la première fois, j'ose montrer en fait ce que j'écris. Et Yves Causson, avec tout le dynamisme, toute la vie, tout l'enthousiasme, toute la générosité qui est la sienne, dit à la toute jeune fille que je suis, vous savez, il faut continuer. Et donc, ça fait écho à la manière dont Bruno vient de me présenter, en disant que, voilà, il y a deux types peut-être d'écrivains, dit Julien Gracq, et je fais évidemment partie des deuxièmes, peut-être parce que s'accorder à soi-même ce mot de poète, ce mot d'écrivain, ce mot d'écriture est quelque chose qui était, en tout cas, là d'où je venais, absolument insurmontable pour moi, et quelque chose qui aurait été, que je concevais comme une audace inouïe, parce que j'avais mis ça effectivement très haut, je continue de le mettre très haut, et donc aujourd'hui je m'accorde sans doute, et j'apprends à m'accorder un certain nombre de choses, et pour s'accorder un certain nombre de choses, il faut aussi que les autres vous l'accordent, et que quelquefois un éditeur, des éditeurs vous l'accordent, et ça sert aussi à ça, un éditeur, quelqu'un qui vous dit ça vaut la peine. Ce que tu poses sur la page blanche vaut la peine. Et ça, c'est une autre étape par rapport à l'écriture, parce que l'écriture, elle est présente comme oui, c'est une urgence, c'est une nécessité. C'est un manque, c'est une absence et une attente permanente. En tout cas, la poésie est ça pour moi depuis très longtemps. Et effectivement, voilà, ce travail-là commence finalement à Nantes. Après, j'ai beaucoup d'images, c'est des images de géographie d'une ville. Et finalement, ma première forme d'une ville, pour refaire écho à Julien Gracq, ma première forme d'une ville est évidemment la forme de la ville de Nantes. Et cela, je ne me l'étais pas formulé comme je me le suis formulé ces dernières semaines dans la perspective de venir ici. Donc voilà. Alors on pourrait se livrer à un petit jeu. En t'écoutant, je regardais par curiosité le nombre d'occurrences du mot fleuve dans Ton ventre et l'océan, le livre dont vous avez la couverture affichée. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'occurrences, il y en a pas mal. Alors par exemple ceci, où il est question d'un fleuve, deux ciels s'épousent à la césure des mers. C'est très beau, hein, soit dit au passage. Deux ciels s'épousent à la césure des mers. Voilà. Ça pourrait parler de Nantes, ça ? Oui, en fait, je pense que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, pendant ces plus de 20 ans, le fleuve me manque. Et le fleuve qui me manque, c'est un seul fleuve. Quand je dis le fleuve, il est évident que c'est la Loire. Parce que je n'ai pas d'autres fleuves dans ma géographie intime et dans ma géographie personnelle. Donc oui, ça peut être... Mais c'est le fleuve, pas le fleuve à un endroit, et c'est pas le fleuve juste à l'endroit de la ville, c'est le fleuve dans son mouvement. Oui. Puisqu'effectivement, le fleuve me conduit de Nantes jusqu'à l'estuaire et de l'estuaire jusqu'aux îles. Et que tous ces éléments-là, cette géographie composite, finalement, fait complètement partie de la manière dont j'ai le sentiment d'être construite. Oui, mais je dois préciser quand même que le vers que je viens de vous lire est tiré d'une section qui s'intitule « Graines, plumes, coquillages » et qui est une section du recueil consacrée quand même à l'Océanie. Absolument. À l'Océanie. Absolument. Voilà. Donc il y a des évocations d'estuaires océaniens qui n'auraient peut-être jamais été écrites de cette façon-là si tu n'avais pas passé ton enfance
voilà, si proche de l'estuaire de la Loire, et si tu n'avais pas déjà découvert ces deux ciels qui se regardent et qui s'évasent, en quelque sorte, dans l'estuaire de la Loire. Et ces lumières, parce que c'est vrai que les lumières ligériennes sont des lumières extrêmement puissantes, me semble-t-il. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie me conduisant jusqu'à Saint-Nazaire, qui va effectivement jouer un rôle très important, mais je reviens aussi à Nantes à un moment au début de ma vie professionnelle, puisque pendant un temps, je ne sais pas si on cesse, je crois qu'on ne cesse jamais d'être journaliste, en tout cas pas tel que je concevais ce métier, c'est-à-dire pas ce métier comme... pas comme un métier, mais comme une manière d'être au monde, une manière de dire le monde. Alors peut-être que je suis devenue journaliste parce que penser de manière immédiate, et comme tu le disais, de cette première catégorie d'auteurs, qu'il était possible que je dise à 18 ans je suis ou je serai écrivain, c'était juste impossible. Alors c'est une manière, peut-être le journalisme, d'avancer masqué, puisque j'ai jamais voulu, à l'époque tout le monde voulait faire de la radio, de la télévision, alors moi c'était clair que non, pas de télévision, surtout pas de télévision, c'était trop terrifiant, et que c'était l'écriture, et donc c'était une manière peut-être d'avancer masqué dans l'écriture. Et en tout cas, ce métier a été une manière d'entrer, d'oser en tout cas frapper à la porte de l'autre et de frapper à la porte du monde, parce que ce chemin-là, le journalisme me le permettait. Effectivement, mes premières expériences sont à Nantes, rue Santeuil. Alors, et j'ai appris très récemment qu'il paraît que tous les immeubles de la rue Santeuil ont disparu. Donc je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui je vais avoir envie de repasser rue Santeuil, puisque j'y ai évidemment une mémoire très importante. Ah, merci Philippe, merci d'être là, puisque j'ai un collègue dans la salle et quelqu'un qui était là au moment, donc ça me touche beaucoup. Alors on reviendra dans un instant sur l'écriture, sur le journalisme et le rapport au monde, et puis la présence d'un certain nombre de thématiques sociétales dans ton œuvre, notamment dans le théâtre. Mais je voudrais auparavant peut-être que tu nous fasses entendre quelques-uns des textes qui évoquent dans Ton ventre et l'océan, notamment dans la première partie, intitulée Ciel, pierre et saison, cette présence de la Bretagne natale. Peut-être Amère, le premier. Amère 1. Elle a toujours été là, dans le mouvement du fleuve, a toujours été par tout temps son horizon, son infini, à la démesure du ciel. Pas de première fois, mémoire vide. Juste le récit familial du bébé de 2 mois dans l'été 1955, qui prend le bateau pour aller jusqu'à Lille. Et son odeur, iode, goémon, marée, sûrement a pénétré en premier le corps par les narines. Cela ressent tout à cet âge. Ou alors c'est avant, déjà bien avant, écrit dans l'immensité bleue des yeux du Père, peut-être dans sa voix entendue à travers la paroi de son ventre à elle, qui toujours en rêve. Variation 1, elle a toujours été là, grise, et des milliers de moutons blancs bougent en elle. Vent à décorner les bœufs, impossible de les compter, mais le tenter quand même. Et la journée file, sans la quitter des yeux. Elle a toujours été là, verte et bleue dans la lumière, c'est l'été ou un jour d'hiver, de ciel froid, coupant. Pas un pet de vent, dit le père, et regarde bien ce banc de poissons qui joue à saute-mouton le long du bateau. Essaie de les compter. Elle a toujours été là dans le désir du fleuve et la course translucide du troupeau des civelles. Un seau accroché le matin à la grille par un pêcheur. La mer d'avance qui se régale et tu dis « C'est bon, c'est triste, nous allons les manger, maman. Jamais elles ne reverront la mer. » Variation 2. Regarde, ce banc à saute-mouton de poissons. Tu dois pour toujours compter avec la mer.
Écoute, les cornes des bœufs emportées par le vent, ne la quitte pas des yeux. Goûte ce mulon blanc, les yeux, point noir des civelles. Ne regrette rien, ton ventre est l'océan. Merci Anne. Alors on peut dire d'emblée qu'il y a dans ce livre une écriture, non seulement une écriture musicale, mais une composition musicale. Oui. J'ai simplement reproduit 3 intertitres qui figurent dans le livre et qui, vous le voyez, du moins pour les 2 premiers, sont présentés. Alors nous, les éditeurs, on appelle ça une présentation en escalier. Ciel, pierre, saison, graines, plumes, coquillage, et puis une 3e partie intitulée triptyque. Sauf que ce ne sont pas tout à fait des intertitres, puisque le premier intertitre est précédé des poèmes que tu viens de lire, et que nous retrouvons à plusieurs reprises. Les amers. Voilà, amère 1, amère 2, amère 3, et puis ces variations. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce type de composition, je veux dire plutôt spiralaire en fait, et musicale? Alors en fait, l'écriture est là depuis très très longtemps, et dans le même temps, je me suis toujours beaucoup interdit peut-être que par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, y compris des choses aussi simples que l'origine sociale, on peut être pendant longtemps, pour s'accorder d'être un auteur, on peut être aussi un auteur empêché, une femme empêchée. Et la question de l'empêchement est quelque chose de très important dans mon itinéraire et dans mon parcours. Alors l'empêchement, on peut le voir de manière négative, mais l'empêchement, c'est peut-être ce qui permet également de ne pas se laisser attraper par les strass faciles de l'écriture. Je crois qu'écrire, c'est renoncer à l'habileté. Et ça, c'est vraiment une conviction extrêmement profonde pour moi. Renoncer à l'habileté, ça veut dire que c'est toujours se poser la question de la nécessité. Les librairies sont remplies de milliers de livres, de milliers de pages. La vraie question à chaque fois, c'est de me dire, c'est pas parce que j'ai écrit un poème, un 2e poème, un 3e, que ça fait un livre, que ça fait un recueil. Et donc pour moi, la question de la forme et notamment la question de la structure est extrêmement importante. Et lorsque j'ai envoyé le manuscrit de Ton ventre et l'océan à Bruno, c'est parce que j'avais le sentiment d'être allé peut-être pas jusqu'au bout, on va jamais jusqu'au bout, on peut toujours reprendre et continuer, mais il faut cesser d'être empêché à ce moment-là, il faut se jeter à l'eau. J'avais le sentiment que l'ensemble de ces textes constituait une structure, une architecture, une forme, et que cette forme n'était pas une forme évidente. C'est-à-dire qu'il faut je crois au secret à l'intérieur des livres. Un livre qui n'a pas de secret est peut-être un livre, alors après c'est très subjectif évidemment, et peut-être un livre qui ne m'intéresse pas parce qu'il est en effet construit, il est peut-être habile, mais donc même moi j'ai eu, quand je reprends quelquefois Ton ventre et l'océan, il y a des moments où quelque chose m'échappe de ce que j'ai fait. Et ce quelque chose qui m'échappe, c'est qu'à un moment, les pièces, comme les pièces du puzzle, se sont mises les unes auprès des autres, et qu'en même temps, il s'agissait de témoigner justement de cette opacité qui est celle à laquelle on est confronté soi-même par rapport à sa propre vie. Aucun de nous, et c'est vrai pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient, aucun de nous n'est au bout de cette question de sa propre opacité. Et que le travail la nécessité de l'écriture pour moi, mais ça peut passer par des tas d'autres choses, elle est liée à cette espèce de travail permanent pour... c'est un peu comme une... vous savez, les lampes... mes grands-parents avaient vous savez, ces lampes qui sont suspendues, et quand on les balance, au fur et à mesure que ça éclaire un bout de la pièce, ça ouvre de l'ombre dans l'autre partie. J'ai l'impression que l'écriture, c'est un peu ça, en fait. On éclaire un peu plus fort un bout de la pièce, et l'autre est encore plus dans les ténèbres. Et donc, en fait, j'ai travaillé à une structure... mis intuitivement,
mis consciemment, c'est-à-dire que la conscience, des fois, elle est arrivée après la mise en place des choses. Mais tout d'un coup, des résonances s'imposaient, comme peut s'imposer sur un plateau de théâtre, sans qu'on sache d'emblée pourquoi, l'évidence d'une forme, l'évidence d'une trajectoire, l'évidence d'une couleur, ou sur un tableau, l'évidence qu'à cet endroit, pour que le tableau soit fini, il faut une tache de rouge. Et que tout d'un coup, on sait que c'est fini. Donc effectivement, il y avait ce projet de travailler cette longue traversée qui pour moi part du fleuve, de l'estuaire, de la mer, des îles de Bretagne, parce que Nantes est bien en Bretagne, jusqu'en Océanie, et en même temps de montrer que tout échappait. Et donc effectivement, même lorsqu'il y a une structure, il y a quelque chose devant, ou il y a quelque chose qui se pose à un autre endroit, et puis il y a ces amers qui sont aussi eux-mêmes un ensemble à eux seuls, puisque c'est un travail qui essaye de creuser les différents niveaux d'apparition du poème. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais il y a quelque chose qui s'est posé comme ça dans la construction de ces 3 textes. C'est pour ça qu'il y a ce travail de variation. Il y a le premier texte amérin et il a les 2 variations qui aboutissent à quelque chose qui ressemble plus à un poème au sens classique, mais qui en fait, c'est comme si... ça m'importe de démonter la manière dont tout ça surgit et fait irruption. Parce que poser que la fin me semble pas forcément intéressant. J'aurais pu ne poser que la dernière variation. Celui qui dit « Regarde ce banc à saute-mouton de poisson ». Mais mon père était mécanicien. J'aime bien démonter les organismes et démonter les structures. Défaire la mécanique. C'est aussi une manière de partager autrement et de travailler. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas ce qu'il y a au final sur la page, c'est comment le processus se met en place. C'est ce processus-là qui m'intéresse. C'est ça qui m'importe. Puisque ce qui m'importe, c'est pas ce qui est là, c'est le texte encore à venir. C'est cette cartographie, y compris, dit Deleuze et Guattari, des contrées à venir. Et c'est effectivement ça qui fait que je continue d'être insécure, en fait. Il est bien certain que si on pouvait aller d'emblée au bout d'un besoin d'expression et si on parvenait à tout dire en un seul texte, on cesserait d'écrire. Ça, je crois, oui. C'est assez évident. Et ce qui nous sauve de cela, c'est l'incomplétude, l'incapacité, le fait d'être, comme tu l'as si bien dit au début de ton intervention, empêché. Ça me semble quelque chose de très très important, la question de l'empêchement. Et puis le fait que la vie soit un voyage, une trajectoire qui nous laisse constamment changer et inchanger. Donc c'est cela aussi qui nous pousse à continuer le travail de l'écriture. Mais au-delà de cette remarque, je voudrais en faire encore 2 ou 3 autres très brièvement, que je prends au vol de ce que tu viens de dire, parce que j'ai trouvé cela vraiment très très intéressant. La première chose que je voudrais dire, c'est cette question de l'opacité. On demande souvent, vous savez, les enseignants entendent souvent, en français ou en littérature, la question « mais est-ce que l'auteur a voulu dire cela ?» C'est une question qui revient toujours. Je crois que c'est bon de rappeler que dans le domaine de la poésie, il y a une part d'irréductibilité, quelque chose qui résiste et qui résiste à l'auteur lui-même. La semaine prochaine, je reviendrai vous parler de Ritsos et probablement je vous lirai un texte magnifique de Yanis Ritsos, un texte écrit sur le tard qui s'intitule « Explications nécessaires », dans lequel il dit justement « Il est des vers, parfois des poèmes entiers, dont j'ignore la signification. » Et il ajoute « Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Ce que je sais, ce que je ne sais pas me retient encore. » Voilà. Je vous lirai ce texte intégralement parce qu'il est très très beau et je pense qu'il vient compléter ce que tu dis. Et puis également cet enseignement de la philosophie qui nous apprend depuis Hegel que lorsque le professeur, le médecin découvre quelque chose, il le découvre
et il le dévoile, il le montre. Un archéologue qui fait une découverte, il découvre et il montre, etc. Je pourrais donner 1000 exemples. Lorsque le poète découvre quelque chose, il le cache. Voilà. Il y a cette idée que la poésie, bien souvent, est le lieu de l'intime, de l'intimité, et d'un message qui est parfois crypté, mais beaucoup plus souvent feuilleté. Et que ce feuilletage du texte, cette stratification des différentes significations d'un poème, permet de dissimuler quelque chose, le poème faisant alors entendre ce que les mots ne disent pas. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour Ton ventre et l'océan. Voilà, le mot ventre, par exemple, il renvoie immédiatement à une autre thématique que celle de la Bretagne ou de l'Océanie. Oui. Voilà, bien évidemment. Et dans le mot amer, la répétition de amer, on entend le mot mer aussi, avec sa double signification. Donc je pense, c'est une des pistes possibles. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. En fait, il me semble que pour reprendre cette dimension-là, il me semble que je me suis très souvent, en fait, dit qu'il était inutile d'écrire s'il n'y avait pas cette urgence. Et je me suis finalement, pendant de longues années, quand je parlais d'empêchement, je me suis dit à quoi bon ajouter un texte de plus, et c'est parce qu'autrement je n'arrive pas à me tenir verticale, j'arrive pas à me tenir debout, et que cette urgence-là, cette nécessité-là, elle est juste parce que j'ai besoin de quelque chose qui m'aide au bord du vide. Et que quand on parlait du fleuve tout à l'heure, le fleuve c'est une traversée, c'est des rives, c'est des lisières. L'estuaire, en fait, je me suis aperçue que toute la partie de ma vie qui se trouve sur cette partie du monde, dans cet hémisphère, se pose que sur des lisières. On est sur la côte, on est sur la Grève, on est sur l'Estran, etc. Je me retrouve en Nouvelle-Calédonie, je me retrouve de nouveau sur une lisière. Et lorsque, Bruno, tu évoquais le Pacifique, c'est quand même très étonnant si on parle de cartographie. Lorsque je suis ici en France, la première chose que je vois, c'est qu'on nous coupe en deux l'Océanie. C'est-à-dire qu'on prend une planisphère, la France et l'Europe sont évidemment au milieu, les îles les plus proches sont les unes tout à l'ouest et les autres tout à l'est. Donc déjà, on est coupé en deux. Et donc des fois, c'est bien de changer d'angle. Il me semble aussi qu'écrire, c'est pour changer d'angle. C'est pour aller là où l'angle est inattendu, où quelque chose d'autre fait irruption. Ensuite, une fois que l'on a, en imaginant même que l'on a mis l'Océanie au milieu, on peut le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que le nord, le sud, si on est dans les géométries dans l'espace, donc je retourne la carte dans l'autre sens. Et là, tout le monde commence à faire ça, à se tourner pour dire attends, c'est très troublant. Et en plus, c'est tout bleu. Alors ok, l'Australie, ça on identifie bien, la Nouvelle-Zélande à peu près. Mais le reste, c'est tout bleu, c'est des petits points. Donc déjà, on sait qu'il y en a qui disparaissent, puisque leur représentation même n'est pas possible. Mais c'est ça qui est intéressant, puisque la représentation, il faudrait une carte géante qui ferait des mètres et des mètres et des mètres carrés pour pouvoir tout représenter l'ensemble des îles. Et ça, c'est juste fascinant, ça, c'est juste passionnant. Ça, c'est juste quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a mise en mouvement. Ensuite, même si on arrive à apercevoir des points, il y a des gens dessus. Et parmi ces gens, il y en a qui écrivent et qui font des livres et qui ont des récits du monde et des représentations du monde. Certains qui ne sont pas écrits, mais qui sont pour autant une vraie littérature, de vraie littérature. Ensuite, on dit « Ah, mais oui, l'Océanie, c'est anglophone ou c'est francophone ?» Ni l'un ni l'autre, mon capitaine. C'est 1300 langues. Et là, tout d'un coup,
forcément, on me demande souvent, par exemple, pourquoi tu es parti en Nouvelle-Calédonie. Je peux répondre, bien sûr. Mais c'est peut-être pas la chose la plus intéressante. La vraie question, c'est pas pourquoi on part, c'est pourquoi on reste. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est totalement transformé? Alors les scientifiques disent que tous les 7 ans, on a l'ensemble de nos cellules qui sont renouvelées. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie. Ça fait 3 fois que mon corps, normalement, s'est renouvelé en entier. Donc évidemment que, d'une certaine manière, la Nouvelle-Calédonie, l'Océanie font partie de mon ADN, en tout cas font partie du corps. Et la question du corps me semble aussi être fondamentale dans le rapport avec l'écriture, parce que c'est une affaire de corps, l'écriture. Je reviens sur deux points. Oui, tout ça n'a pas été préparé à l'avance. Donc je suis le mouvement de la pensée de Anne. En 2011, lorsque nous avions l'année des Outre-mer, vous vous en souvenez, j'ai travaillé avec le commissariat de l'Outre-mer au moment où j'ai élaboré cette anthologie, et ils ont sorti une carte magnifique qui était une carte pour l'occasion, mais c'était une carte ethnocentrée sur la France. Donc la France, c'était la représentation traditionnelle. L'Hexagone était au cœur de la carte, et effectivement, l'Océanie était écartelée entre les deux extrêmes, c'est-à-dire la Polynésie d'un côté et Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie de l'autre. Et dans ce livre, nous avons, vous êtes trop loin pour vous en rendre compte, mais nous avons utilisé une autre représentation cartographique. Nous avons mis le cœur de la carte quelque part à l'est d'Aden, dans l'océan Indien, de sorte que le Pacifique n'est pas scindé en deux, et ça permet d'ailleurs de prendre la mesure de l'immensité extraordinaire du Pacifique. Lorsqu'on représente les choses ainsi, l'Atlantique paraît tout petit à côté. Voilà. Alors, bien évidemment, voyager et partir dans un territoire comme celui-ci, c'est totalement bouleverser notre représentation du monde. Alors, c'est bouleversé, et en même temps, l'un des paradoxes aussi, j'ai une grande méfiance pour l'exotisme, et de plus en plus, par rapport aux questionnements qui me sont faits, ma réponse est que je ne suis pas un écrivain voyageur. Vraiment, définitivement, je ne suis pas un écrivain voyageur. J'ai rien contre les écrivains voyageurs. Je respecte beaucoup leur travail et je les lis. Mais profondément, je ne me vis pas du tout comme un écrivain voyageur. C'est-à-dire comme quelqu'un qui, avec sa maison sur son dos, se serait déplacé d'île en île, d'océan en océan, parce qu'effectivement, Bruno, tu parlais du banyan, qui est un arbre aux racines aériennes, mais il y a une autre configuration végétale qui est celle de la mangrove. Et la mangrove, ce sont effectivement des arbres qui ont plein de racines, et c'est l'image rhizomique avec laquelle je me sens effectivement extrêmement en accord quelque part. C'est que mon rapport à la Nouvelle-Calédonie, on part, peu importe les raisons. Moi, j'ai simplement suivi l'homme qui était et qui est mon compagnon, parce que lui a une longue histoire avec la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est la banalité de la vie. Enfin, c'est vraiment... Je n'avais jamais rêvé de partir m'installer sous les tropiques. Ça faisait absolument... J'ai aucun rêve de cocotier, aucun rêve de sable blanc. Alors là, ça c'est clair, ça fait absolument pas partie des rêves qui sont ou qui auraient été les miens. Donc c'est le hasard, et je n'ai pas du tout imaginé que 20 ans plus tard, je serais toujours en Océanie, et surtout que l'Océanie ferait à ce point, m'habiterait à ce point, me traverserait à ce point. Et lorsque j'essaye Pendant longtemps, je me suis dit, te trompe pas, Anne, te raconte pas l'histoire que se raconte un grand nombre d'expatriés au bout de 3 ou 4 mois. Voilà, je suis calédonien d'adoption. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'abord, on ne le décrète pas, c'est pas l'enfant qui décrète qu'il est adopté. C'est pas comme ça que ça marche, l'adoption.
Et donc, je ne me suis jamais dit ça, j'ai jamais oublié d'où je venais, où était mon enfance, je ne l'oublie toujours pas d'ailleurs. Sauf qu'à un moment donné, le temps, dans ce monde où tout va très vite, le temps est un facteur extrêmement important. L'espace et le temps sont des facteurs extrêmement importants. Et comme je ne pense pas qu'on puisse être, en tout cas moi je ne peux pas être quelque part et ne pas y être pleinement, je me suis mise à habiter ici. Et mon ici, c'est l'Océanie. En faisant courir d'ailleurs un risque à la question à la mémoire. Absolument. Parce qu'à mesure que le temps passé ici, c'est-à-dire pour nous là-bas, s'accroît, oui. La mémoire et le lieu d'où l'on vient, ça me nuise. Oui, et du coup, forcément, à un moment donné, on se pose la question. D'ailleurs, il y a un texte dans Ton ventre et l'océan. On va le lire. Qui est l'un des derniers, voilà. Oui. Qui est le dernier, c'est dans Triptyque, sur soit deux océans ou alors la chaussée des pauvres, peut-être. Oui, très bien. Tu lis je lis le centre et... D'accord. Ça te va? Oui, très bien. Ok, merci. Terre de feu, sourd et les bruyères. Atteindre l'intensité du verre derrière le toucher sec. Et sous les pépites nickelifères, reconnaître la question qui nous habite. La chaussée des pauvres. Chaussée, nom féminin, long écueil sous-marin. Vue du large, elle fait obstacle à l'horizon. Haute, sombre, tient le Pacifique en respect. Il s'épuise contre la barrière sur quoi viennent mourir les coqs trop hardis. Peu de passe. Survivre est affaire d'initiés. Mais nul besoin ici, nul désir peut-être, d'allumer des feux pour attirer des proies hypothétiques. Se tenir là suffit. Que Dieu protège ceux qui, par miracle ou par science, échappent au désastre. Ils font escale et passent leur route. On s'accommode de tous les autres. Échouer sans crier gare, avec des coffres pleins d'inutiles à ras-bord et le ventre plus grand que les yeux. Leur embarcation a cessé d'évidence d'être sécure. Brèche colmatée à la va-vite, voiles déchirés, moteurs en rade, liens tout à l'avenant. D'emblée trop lourd en somme, pour ignorer, les voyant tirer leur fardeau, la difficulté que ce sera de reprendre la mer. Et ce n'est pas les quelques bricoles pillées avec leur accord, au titre du respect dû à des hôtes soupçonneux mais courtois, qui les rendront plus légers, quand viendra, inévitablement, l'heure de choisir entre l'habit du voyageur et les frusques de l'exilé. Ce jour-là, tandis que pieds nus l'enfant prend sur le sable la mesure du monde, à leur tour ils s'adossent à la montagne. Quelque chose en eux résiste encore. Un fleuve, la Pâque d'un clocher, un coquelicot, le goût des murs, le parfum du lilas. Mais elle pèse de toute sa densité. Or, fer, sang, nickel, sang, cobalt, fougère, sang, nickel, sang. Ils apprennent à se tenir là, et qu'il faudra désormais tenter d'habiter les lumières et les ombres d'une île qui n'en finit pas, au gré des flux et d'un antique vouloir, d'offrir ou dérober à la marche des errants sa chaussée des pauvres. Alors, doucement, leurs épaules se dénouent et, reconnaissant, ils s'abandonnent. Cette île, l'étreinte du rêve des manguiers dans les narines. Marcher plutôt que se perdre dans l'absence et, quand l'océan se fera visible, enfin, prendre le parti de la pulpe. Voilà, ce sont les derniers mots de ce livre. Hein. Merci Bruno. En fait, à un moment, dans une trajectoire, on est dans le paradoxe, on est dans l'incertitude, me semble-t-il. Je suis quand même partie en Nouvelle-Calédonie à cause de l'écriture. Pour ne pas rester plantée au milieu d'une rédaction où il me semblait que je grillais chaque jour
sans aller jusqu'au bout, puisqu'il y avait un certain nombre de contraintes, d'obligations. Et j'ai d'ailleurs fait des articles qui devaient être des monstres, parce qu'il tentait d'être trop dans l'écriture et pas assez dans le travail qui est celui normal qu'on attendait de moi. Alors on peut préciser peut-être quand même de quelle activité journalistique il s'agissait quand tu étais en Nouvelle-Calédonie. Quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas fait de journalisme, pratiquement pas en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a eu une période où il y a une toute petite période où en fait j'ai participé à la création d'un journal, ouais. Mais en fait c'est surtout ici en fait. Et le départ en fait en Calédonie, c'est pour me mettre au pied du mur. C'est comme, enfin voilà, c'est peut-être ça des réflexes d'ex-timide. Le seul moyen, c'est de se mettre au pied du mur. Quand on est timide, on n'a pas. On ne vient pas dire à quelqu'un « je veux être journaliste ». Enfin, c'est juste… tout le monde s'est fichu de moi. Tout le monde a dit « mais elle est folle ». Enfin, il faut avoir du culot pour être journaliste. Et en fait, il y a deux solutions. On se replie, on s'enferme, soit effectivement… on se jette à l'eau. Enfin, c'est toujours la même question. Et donc, en fait, partir en Nouvelle-Calédonie, accepter ce départ, c'était effectivement lié à se dire « je vais vraiment voir si je suis capable… » de tenir sur l'écriture, et sur une écriture qui ne soit pas soumise à la nécessité de la publication quotidienne, à la nécessité de donner quand même un certain nombre de choses un peu obligées, c'est-à-dire d'aller d'une certaine manière, pour reprendre le mot de tout à l'heure, jusqu'à l'opacité, d'accepter toute l'opacité qui était à l'œuvre dans le travail de l'écriture, puisque le journalisme me conduisait en permanence à réduire la complexité du monde. Alors pas toujours, on parvient quelquefois justement à ne pas la réduire, mais c'est quand même un pari quotidien assez difficile. Et en tout cas, ça ne me suffisait pas. En tout cas, il me manquait en permanence quelque chose. Donc c'est aussi pour ça que je suis partie là-bas. Jusqu'à dire que ce sont deux écritures incompatibles. La poésie est une écriture en expansion. Oui, absolument. Elle est ouverture par la richesse de sens. On ne peut pas réduire le texte poétique à une seule acception, à une seule signification. Non. Et tu as cette belle formule, l'activité journalistique, l'écriture journalistique réduit, simplifie la complexité du monde. Je faisais, c'est pour ça d'ailleurs que c'était infernal. Je pense que Philippe pourrait en témoigner. Ce qui est infernal quand on est dans cette configuration-là, c'est qu'on est inapte. Alors à la fois, je n'ai pas été inapte parce que je pense que j'ai fait mon travail le plus correctement qui soit. Mais en même temps, je vivais chaque jour une espèce d'inaptitude. L'inaptitude, puisque ce qui me passionnait dans ce métier, c'était la complexité du monde, la complexité de la rencontre, la complexité de ce qui était en train d'avoir lieu, et qu'en même temps, pour en témoigner, j'étais obligée effectivement de faire un travail de réduction et de simplification. Mais parfois, quand même, il y a des miracles dans le journalisme, et quelquefois, on parvient, je crois pas, je suis pas sûre que ce soit encore possible, mais à l'époque, ça l'était. À l'époque, dans Presse Océan, en tout cas, puisque c'est un journal nantais, on pouvait faire des doubles pages insensées et on pouvait effectivement multiplier les angles, les entrées, etc. Donc on y parvenait quand même, mais c'était au prix d'un combat absolument épuisant et qui, quoi que l'on fasse et quoi que je fasse, ne me permettait pas d'aller jusqu'au bout, simplement vivant cet empêchement et cette difficulté à m'accorder à moi-même que cette haute écriture pouvait être la mienne. Effectivement, ça a duré un certain temps. Et donc le départ a aussi consisté à se mettre au pied du mur par rapport à ça. Et donc effectivement, le déplacement, il y a un déplacement qui est géographique, mais là aussi, est-ce que c'est parce qu'on fait un déplacement géographique que l'on se met à déplacer des choses dans son écriture? Forcément parce qu'on rencontre un autre monde, un ailleurs, mais on va le rencontrer. On peut aussi se déplacer sans rien déplacer en soi. Donc il y a des gens qui peuvent rester immobiles dans le même lieu géographique, physique, et être en déplacement perpétuel à l'intérieur de leur écriture et de leur mental. Il peut y avoir un voyage immobile. Oui, absolument. Comme il peut y avoir
un non-voyage dans le déplacement. Oui, absolument. Et on ça, peut ne rien voir dire, du monde que l'on découvre oui, lorsqu'on voyage. La planète est peuplée, voilà. l'Océanie notamment est peuplée de gens qui se sont beaucoup déplacés, dont le corps s'est beaucoup déplacé, mais dont rien d'autre ne s'est vraiment déplacé. C'est un peu rude ce que je dis, mais quand je parle de dictature de la figure de l'écrivain voyageur, c'est un peu ça finalement. C'est-à-dire que quand je dis que je ne suis pas un écrivain voyageur, c'est parce que il y a cette idée un petit peu selon laquelle si on ne s'est pas déplacé, si on n'a pas voyagé un peu partout, on a en soi quelque chose de plus étroit. Je ne crois pas ça une seconde. Je crois qu'à un moment donné, simplement, la question du désir de l'espace de l'autre, qui est le désir, qui est un désir extrêmement... C'est exigeant ce désir-là, parce que si vraiment on veut aller jusqu'au bout, si vraiment on veut renoncer à l'habileté, il me semble que ça suppose de faire le deuil d'une part de soi. Il faut bien s'évider, il faut bien faire un peu de vide pour faire de la place. Il faut bien faire de la place à l'autre. Mais faire de la place à l'autre, c'est aussi faire de la place à la langue de l'autre. Et cette question de la langue de l'autre, de l'espace de l'autre, peut-être que justement, c'est pas innocent non plus que je lis souvent le théâtre et la poésie, qui pour moi ont partie liée. C'est pas le même travail, mais en même temps, ça a partie liée. C'est une mise debout de la parole. Et cette mise debout de la parole, pour moi, elle présuppose de manière fondamentale des blancs. Or, dans Ton ventre et l'océan, la question des blancs est pour moi extrêmement importante. Alors justement, j'aimerais bien qu'on lise peut-être ensemble les premiers poèmes de la section intitulée « Graines, plumes, coquillages », qui sont les textes qui évoquent au fond cette approche, cette découverte de la Nouvelle-Calédonie, ou plus exactement la rencontre d'un lieu inconnu, nouveau, surprenant, mais qui va faire naître une véritable découverte, c'est celle de soi. Tu parles même d'irruption de soi, et non pas d'irruption de l'autre. Hein. Donc, si tu veux bien, il y a l'irruption de soi, et en même temps, c'est là aussi, une fois de plus, c'est l'acceptation pleine entière de l'opacité de l'autre et de l'irréductibilité de l'écart, qui est la plus belle chose du monde. Heureusement que l'écart entre moi et l'autre est irréductible. C'est ce qui permet qu'il y ait un espace pour la relation et pour la rencontre. Oui. Je commence par les 5 premières. Les 5 premières. La nuit, l'incendie embrase les crêtes, vallées de la Wailou. De grands pins se brisent, fin des sentinelles. L'écorce des niaoulis à pire se consume. Persiste au matin leur senteur de goménol. Tant sous les capuches, d'arrachement des cordylines, de soif au creux des taraudières, de rage, de haine, d'allumettes, le silence des grillons. Regardez, étrangère, le soleil kanak, les sentiers, les cases sans porte ni fenêtre, sourire aux enfants lumineux, dévastés, trou noir quand mes yeux le quittent. Nuit australe, native, nuit de Kanaki. Devinez le son des canettes tombées sur les niaoulis, bière de Noël. Les branches trinquent. Les femmes craignent la dingue. Des enfants cognent, jouent aux menottes sur les rondins. Les autres se taisent. S'avancer, délier des sarments, mortifères, autres, nus, incertaines. Guetter à la lisière, dans l'écartèlement des formes, sur les rebords, rebonds, tréfonds, des rêves altiers de l'autre, la sauvage irruption de soi, irradiée d'océanes cadences. Alors, dans ces quelques poèmes, on entend bien cette question de l'identité, de cette découverte ou de cette irruption de soi dans le regard de l'autre, mais on entend aussi le refus d'une vision naïve, extatique ou extasiée de la réalité, ce que tu as appelé la tentation de l'exotisme. Tu évoques par exemple le son des canettes de bière qui tombent sur les niaoulis.
Alors, on va tout doucement glisser vers une autre de tes préoccupations, c'est les questions de société, qui n'apparaissent que très discrètement dans ce recueil, mais qui sont très présentes dans le reste de ton œuvre, notamment dans les nouvelles et le théâtre. Oui, alors le théâtre est présent effectivement depuis longtemps, puisque j'ai commencé à écrire pour le théâtre à Saint-Nazaire, en travaillant avec Christophe Rouxel et le théâtre Icare. Le théâtre est voilà, là aussi c'est la réponse, comment se mettre au pied du mur quand on tremble, quand on vous appelle ou on devient toute rouge, c'est de monter sur une scène où effectivement là aussi on peut se présenter masqué d'une certaine manière, mais d'un bon masque, d'un masque en tout cas qui vous permet d'avoir l'audace de se tenir debout sur une scène. Donc le théâtre est présent depuis tout le temps. Je me retrouve à l'écriture de manière tout à fait par hasard, parce que je suis là et parce que j'ai fait le travail de recherche, notamment sur la pièce qui va s'appeler à l'époque Port-Nazaire et qui a été un événement à l'époque à Saint-Nazaire. Et donc le théâtre, évidemment, s'inscrit dans le paysage nazérien. Il s'inscrit dans un paysage de l'estuaire de la Loire, qui est un paysage ouvrier, qui est un paysage qui m'importe. Écrire le travail m'importe. Ça, c'est une chose extrêmement claire. C'est-à-dire que, d'abord parce que c'est mon histoire, et écrire cette langue, trouver une langue pour dire le geste du travail, pour dire la place du travail, pour dire la généalogie du travail. Et dans cette région, on sait à quel point les généalogies de travail, c'est extrêmement, extrêmement important, comptent beaucoup. Et puis, une fois de plus, c'est comment on s'évite d'une part de soi. Le théâtre, fondamentalement, comme toute écriture, mais c'est une évidence, présuppose la place de l'autre. Puisque de toute façon, le texte est inachevé, qu'il va y avoir le metteur en scène, qu'il va y avoir les acteurs, qu'il va y avoir le corps de l'autre, qu'il va y avoir l'espace de l'autre, qu'il va y avoir la lecture et l'interprétation de l'autre. Il faut faire place. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et donc en Nouvelle-Calédonie, ça va prendre une place extrêmement forte, extrêmement importante. Et c'est un bon moyen. Et là, c'est vrai que d'une certaine manière, je combine ce que m'a appris mon métier de journaliste, puisque, par exemple, pour des pièces comme V, qui traite de la question de la violence intrafamiliale, je fais un travail d'enquête et évidemment là ça me sert d'avoir été journaliste puisque je vais aller chercher, je vais aller rencontrer des gens. Alors en fait on fait toujours ça quand on écrit. On se met dans un coin de bistrot, ou on se met dans un coin de rue où quelque chose fait éruption devant soi. Simplement les gens le savent pas forcément. Là, il se trouve que c'est explicite, c'est juste la différence. Il n'y a rien, je sais pas, un plasticien, il va sur la grève et il ramasse des bois flottés dont il va faire une installation. On ramasse du matériau. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de Anne Billan et des états d'âme d'Anne Billan. Enfin, je ne vois pas où est l'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est le point de contact, c'est la lisière. C'est l'endroit où le dehors et le dedans sont en frottement, éventuellement en conflit, en frottement, en effleurement, en affleurement. C'est ça, c'est cet endroit-là qui m'importe. Donc effectivement, pour V comme pour l'autre pièce qui est Parade, on va faire avec la compagnie avec laquelle j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, comme je l'avais fait pour Port-Nazaire, on va faire un grand travail d'enquête et d'écoute de la parole des femmes, de la parole des hommes, de la parole des enfants. Mais la question, c'est toute cette question de la commande en écriture. Or, au théâtre, il m'est arrivé assez souvent, finalement, de fonctionner sur un processus qui est un processus de commande. Alors, la question de la commande, ça peut être un piège, évidemment. C'est un piège formidable pour l'écriture. Mais en même temps, j'étais bien armée. Ayant été journaliste, d'une certaine manière, j'étais armée pour savoir à quoi ressemble la commande. Et donc, du coup, la vraie question, c'est pourquoi on l'accepte, donc d'être au clair avec ça. Pourquoi on reste et comment on la détourne. Parce que la vraie question, c'est le détournement, bien entendu. C'est quelle brèche ça ouvre dans laquelle on va pouvoir se glisser. Or là, ma vraie question à moi était strictement une question d'écriture, une question de langue.
J'avais travaillé d'abord sur Parade, qui est la première pièce qui parlait de la question du désir ou du non-désir d'enfant. C'était une commande des services d'éducation sanitaire qui était liée à un travail précédent autour d'un colloque autour du sida, en fait, sur lequel on avait travaillé en théâtre d'intervention. Et la vraie question, c'est est-ce que je peux trouver une langue pour dire le désir ou le non-désir ? Est-ce qu'il y a une langue pour dire le désir ou le non-désir ? Est-ce qu'il y a une langue pour dire le lieu le plus intime de la relation entre les êtres ? Est-ce qu'il y a une langue qui ne soit pas une langue détournée, une langue guimauve, une langue qui croche pas dedans ? Est-ce qu'il y a une langue pour dire le corps ? Quelle langue je trouve pour dire le corps ? Ça, c'est des vraies questions d'écriture. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne va pas faire tout le travail de collecte de matériaux. Il y a le travail de collecte de matériaux, et puis il y a le moment où il s'agit de l'oublier intégralement, ou en tout cas de faire confiance à la manière dont les strates et le feuilletage dont tu parlais tout à l'heure, finalement, s'est déposé, et dont la langue va faire irruption. Et donc, en fait, le travail de théâtre a été celui-là, avec un travail sur des figures classiques du théâtre qui sont... parce qu'évidemment, c'est des sujets et des thématiques sociales qui peuvent être lourdes. Donc évidemment, de la même manière que non à l'exotisme, non aussi au théâtre psychologique, ça ne m'intéresse pas du tout. Comment on trouve une forme là aussi ? Comment on trouve une structure pour dire le monde ? Parce que je continue de penser que ce qui m'importe, c'est en effet cet endroit où... l'écriture, la langue, soit dans la poésie ou dans d'autres formes, bouscule les frontières, bouscule les limites, passe de l'autre côté, transgresse quelque chose, et où en même temps, dans cette transgression, on dit quelque chose du monde qui nous entoure. De ce point de vue-là, les raisons qui m'ont conduit au journalisme restent les mêmes. J'étais terrifiée à l'idée de faire quelque chose qui n'allait pas me permettre, cette espèce de chose évidemment que l'on a quand on a 18 ans, de se dire mais tout va être trop étroit, tout va être trop petit, je vais jamais pouvoir. Donc je me suis dit mais ça, ce métier c'est génial, c'est un métier qui va me permettre d'aller partout, de rencontrer des gens qui sont chaudronniers ou qui font de la réparation navale ou des gens qui sont écrivains et ça c'était juste formidable. Évidemment c'est jamais tout à fait comme ça, mais c'est cette question du monde en expansion et évidemment c'est insensé d'avoir cette espèce de désir presque océanique, ce désir d'immensité, mais en tout cas de pouvoir embrasser un maximum de choses et d'aller le plus loin possible dans les écarts les plus grands, parce que c'est ça qui me semble donner des étincelles à un moment donné. Et que cette étincelle-là, je ne sais pas si je la ramène avec l'écriture, je ne crois pas toujours. En tout cas, c'est ce travail-là qui m'importe. C'est ce processus de recherche-là, de compréhension de ce qui a lieu, qui m'importe, me semble-t-il. Voilà. Est-ce qu'on va revenir un tout petit peu en arrière pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Est-ce que tu pourrais dire quelle est la thématique ou le propos de chacune des trois pièces ? Alors, la thématique est celle de... J'ai commencé par Parade. Alors, Parade qui m'a causé un certain nombre d'ennuis, puisque l'édition... Dont l'image est toute petite, hein, alors c'est involontaire. L'image est celle de L'origine du monde de Gustave Courbet. Ce n'est pas une gratuité de provocation éditoriale, c'est simplement que L'origine du monde, le tableau, est en question à l'intérieur même du texte et fait irruption dans le texte, puisque la thématique est celle du désir, du non-désir d'enfant, des thématiques qui peuvent sembler absolument épouvantables pour écrire une pièce de littérature, mais de théâtre, c'est la contraception, l'avortement, et donc la forme est celle de 5 bouffons qui effectivement viennent de la nuit, repartent dans la nuit et peuvent tout dire. Et donc du coup cette thématique est effectivement autour de cette question du désir ou du non-désir d'enfant.
avec les bouffons qui vont aborder toutes ces questions. V, c'est sur la violence conjugale et la violence intrafamiliale. Et puis, j'ai des pièces qui sont tout à fait autres que celles-là, qui ont l'écriture de l'histoire en théâtre, a commencé avec Port-Nazaire, mais a aussi été présente en Nouvelle-Calédonie. Et là, l'autre livre qui est édité, qui s'appelle Collision et autres traversées, c'est en fait 4 pièces courtes qui toutes ont trait à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui toutes s'inscrivent racontent quelque chose de l'histoire de ce pays, mais évidemment pas de manière chronologique. Il s'agit évidemment de télescoper les temps et d'essayer là aussi de trouver une langue pour l'histoire. Enfin, ça se raconte pas dans un grand spectacle chronologique. Enfin, je ne crois pas ça du tout, puisque c'est de toute façon une reconstruction. Il me semble qu'on n'est que fiction, donc de toute façon, on reconstruit les choses. Mais j'ai d'autres pièces qui ont été beaucoup jouées et qui ne sont pas forcément éditées, parce que l'édition de théâtre, ce n'est pas très simple, et qui ont d'autres thématiques, qui sont des thématiques liées, par exemple, à la perte, à la notion de perte. Comment on dit la perte ? Comment on dit le manque, comment on dit l'absence. Et la question pour moi est toujours la même. C'est la question de est-ce qu'il y a une langue possible ? Mais parfois, voilà. les mots nous manquent. Oui, toujours les mots nous manquent, me semble-t-il. En tout cas, dans notre langue, il y a des réalités qui ne sont pas nommées. Oui. Ouais. En fait, voilà. J'ai le sentiment que l'écriture, elle est la part de lumière qui fait percevoir la part d'ombre, et la part d'ombre fait percevoir la part de lumière. Enfin, c'est cette dynamique-là qui me semble à l'œuvre, et particulièrement dans la poésie, qui pour moi reste quand même l'écriture fondamentale, l'écriture socle. Mmh. C'est celle sans laquelle il me semble que toutes les autres... en tout cas, dans ma vie à moi, n'auraient pas vraiment leur place. Alors, on va revenir à la poésie, on va revenir à un texte que nous avons publié dans l'anthologie du Printemps des Poètes, La poésie au cœur des arts, que Christian Poslaniec vous a présenté il y a un mois, puisqu'il y avait dans cette anthologie un texte d'Anne Billan qui évoque le théâtre. Est-ce que tu veux bien nous le lire et peut-être brièvement contextualiser ? Donc, en fait, il est dédié à Christophe Rouxel, dont j'ai parlé tout à l'heure, et à Bernard-Marie Coltès, et il est une résonance de la création de Quai Ouest de Bernard-Marie Coltès dans la base sous-marine de Saint-Nazaire. Quai de velours gris, somptueuse, la nuit des silhouettes marche en marge de la ville, vendant le ciel à qui veut l'offrande. Les eaux topazes au mur de la grotte embrasent les yeux des victimes, soldant à l'ombre leurs chemises. La petite a pleuré pour ne pas dormir. L'autre, échafaudée des trocs de princes africains. Des nonnes crépues vont nues par les chemins, négociant d'antiques hardes. Ils suintent des mondes éblouissants. Seuls les bourreaux ne vendent rien. Voilà. Alors, tu voulais ajouter des choses ou... Non, je pense que... Voilà, moi je tenais à ce qu'on puisse avoir vraiment un temps d'échange assez important avec vous. Hein. Je vais peut-être simplement dire quelques mots de conclusion. En préparant la publication de Ton ventre et l'océan, il m'est apparu que, au fond, Anne Billan était comme partagée entre deux mers, entre deux terres, entre deux rives, et que l'écriture qu'elle nous livrait dans ce recueil, Ton ventre et l'océan, était une écriture dans laquelle elle disait la Bretagne avec un regard traversé par la lumière de l'Océanie, et elle disait l'Océanie
avec le souvenir des brumes, par exemple, de la Loire ou de l'estuaire de la Loire, ces ciels qui se fondent dans la mer, etc. Et qu'il y avait, au fond, une écriture qui ressemblait un peu à ce que j'appelle la pirogue à balancier de sa poésie. Pendant toute cette conférence, cette image de la pirogue à balancier, vous voyez, la pirogue, tu saurais la décrire, la pirogue à balancier? On la trouve beaucoup oui, en Océanie. En fait, la première grande aventure maritime au monde est celle de l'Océanie. Les premiers grands voyageurs maritimes sont les Océaniens. Et la pirogue à balancier, elle est une ogive avec deux ballons de bois et une autre petite. En fait, c'est les premiers catamarans, voilà. D'une certaine manière. Et qui, évidemment, peuvent faire de très, très longs périples en haute mer. Et ils sont effectivement importants. Et la question, en fait, c'est qu'au bout de... Peut-être que je serais partie de Nouvelle-Calédonie au bout de 5 ans, 6 ans, je serais rentrée, je serais revenue. Aujourd'hui, je viens d'Océanie. Parce qu'il me semble que, voilà, quand je dis que j'habite entre, je me tiens entre. Et pour se tenir entre, il y a des moments où, effectivement, c'est le poids du balancier d'un côté qui l'emporte, et à d'autres moments, c'est l'autre. Mais j'ai pas du tout... alors, on a coutume, dans une pensée très occidentale, finalement, de se dire que c'est juste impossible. Ça s'appelle... excusez-moi, avoir le cul entre deux chaises. Mais non, c'est juste habiter dans le mouvement du monde. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée que la marche en biomécanique, c'est une suite de déséquilibres rattrapés. Et ben voilà, je suis dans cette suite de déséquilibres rattrapés. Et dans cette fragilité-là, on met du temps peut-être, mais de toute façon, je ne peux pas habiter ailleurs que dans ce mouvement d'incertitude, dans ce mouvement alors peut-être qu'un jour le sol va se dérober sous mes pas, c'est pas exclu. Mais pour l'instant, lorsque je me déséquilibre, il y a un autre sol qui se présente, et c'est ça, en tout cas, c'est la seule manière dont j'ai le sentiment de me tenir verticale et que mon corps soit vivant. Donc voilà. Donc j'accepte l'augure finalement de ce balancement et de cette incertitude et de cette fragilité-là. Elle n'est pas forcément toujours, elle est parfois éprouvante, elle est parfois épuisante, mais on ne vit pas pour être épargné, semble-t-il. En tout cas, pas pour être épargné de vivre, pas pour être protégé. Donc voilà. Et je pense que ça, c'est partagé, qu'on écrive ou pas, par finalement... tous les êtres de cette planète, d'où qu'ils viennent et d'où qu'ils soient. C'est formidable parce que je te demandais juste de définir ce qu'est une pirogue à balancier, et tu nous as montré ce que c'était. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a cette hésitation de la parole, et puis la pirogue prend le vent, et elle file. Elle file. Et là, il n'y a plus d'hésitation, de balancement, il y a simplement sa trajectoire, et tu viens de le montrer là dans une très belle métaphore. Voilà. Je propose que nous terminions en lisant un dernier poème. Oui. Alors, soit de ciel, voilà, celui que tu veux. À moins que tu préfères... Non, comme tu veux. De ciel ? Oui. Parce qu'il fait... En fait, c'est celui qui fait peut-être bien justement le lien. Et... Deux ciels s'épousent à la césure des mers. De l'un, je reconnais la langue goémonière, de l'autre, les voies ouvertes à qui suit ses chemins. De l'un, les pierres debout les nuits de grande lune. De l'autre, les vallées qui puisent dans la chaîne. De l'un, ce fleuve, cette île, le vent fort ce matin. La Pâque du clocher qui sonna pour les miens. Le père, parti trop tôt. La mère, dans la violence d'un novembre d'orage, le chant d'un coquelicot tremblant sur son corsage. De l'autre, ce Noël flamboyant de soleil, d'amour, de joie têtue, d'étreintes enfantines. Cette petite fille surgit sous ses ombrages, riant sous le manguier, où ses frères jouent à vivre dans d'autres paysages. Il est des monnaies plumes, des monnaies coquillages,
papillons, nautous et passereaux, dents, poils de roussette et sapi-sapi, kaori, couteaux, fibres de coco, 2 pays s'étreignent là où je m'assemble, ce cahier est sans retour. Merci beaucoup.